Bonsoir. C'est la première fois que je joue à Metz et c'est quelque chose de très symbolique pour moi. Vous savez que mon père est né ici et les chants de la Razanout que j'ai mis en joie dans ce projet que je viens d'enregistrer, Razan, mon père les a pratiquement tous entendus et chantés lui-même lorsqu'il était petit, pas loin d'ici à la synagogue, ou chez lui à 100 mètres, donc dans la rue des Juifs, la Jurue. C'est quelque chose de très spécial pour moi de jouer devant vous ce soir, ce répertoire qui lui est dédié. J'ai voulu, en fait, plutôt que de m'enfoncer dans la douleur du deuil, opérer une célébration joyeuse de tout ce qu'il a réussi à faire de sa vie après avoir survécu. Et c'est ça le sens de ce projet. Il y a déjà longtemps, en duo, le batteur Karim Ziad et moi-même, devant la Fondation du judaïsme français. Et c'est là qu'un rabbin m'a dit que je jouais comme un Razan, que je priais sur mon saxophone. Et c'est pourquoi ce projet s'est concrétisé et qui s'appelle justement Razan. Ce que je ressens, c'est que je suis content d'être venu maintenant parce que juste au moment où je lui ai rendu cet hommage, j'ai l'impression qu'il est plus proche de moi. Au moment de sa mort, c'était difficile pour moi de penser à lui. Mais maintenant, je ressens simplement sa présence auprès de moi et j'ai l'impression que c'est lui qui me montre sa rue maintenant et qu'il est prêt tout à côté. Voilà. Et surtout que, comble du hasard, tu joues à 100 mètres de la maison ce soir. Exactement. Pour la première fois à Metz. Exactement. Et non, c'est lorsque je suis arrivé tout à l'heure à la gare, j'ai eu le réflexe de sortir mon téléphone pour l'appeler, pour lui dire que j'arrivais chez lui. Et voilà. De venir à Metz, c'est quelque chose pour moi d'assez fort, miraculeux et qui me remplit d'aise. Parce que c'est comme si, effectivement, moi, je redevenais une petite fille pour rencontrer, pour retrouver cet enfant de Metz qu'il a été. Et je revois
dans cette synagogue que j'ai visitée ce matin, cette petite synagogue polonaise avec ses bancs tellement usés, cette histoire qui suinte par tous les pores du bois de cette synagogue, c'est comme si je voyais mon mari enfant, que je le retrouvais, que je voyais aussi ses frères, toute cette famille qui de transporter, d'émigrer ici à Metz, mon beau-père qui était justement qui était un élève de yeshiva, qui était un élève de l'école rabbinique, complètement déshérence ici, à vendre quoi? Des chaussettes sur le marché. Donc, à être, comment dirais-je, quelqu'un qui est sorti de sa vie, de son destin, qui se présentait d'une certaine façon et qui finalement devient ici un malheureux. Et ma belle-mère. Ce sont tout cela, j'ai senti tout. Je n'avais pas besoin, effectivement, de venir ici à Metz, c'est vrai, mais en venant ici, les choses se sont matérialisées pour moi. C'est ce Pontifroy dont il m'a parlé, cette Moselle dont il m'a parlé, cette locomotive derrière laquelle il courait pour ramasser quelques bouts de charbon pour emmener à sa mère qui n'avait pas de chauffage, et cette caserne qui n'existe plus peut-être, je ne sais pas où qu'il existe, où il allait, comment dirais-je, acheter de la bière aux soldats pour gagner quelques sous, et tant d'histoires qui se passent dans cette enfance et qui me reviennent chacune. Ça se passait à une certaine époque où dans cette France-là, dans cet hexagone, personne ne savait en fait où se situait la Guadeloupe. Quand je disais que je venais de la Guadeloupe, les gens me disaient « Ah bon, c'est à côté de Madagascar ». Bon, très bien, d'accord. Donc, imaginez quelqu'un... Là, on est dans les années 58, 57... 59. Oui. Imaginez que je sors du métro. J'étais complètement perdue. Je me perdais régulièrement. Dès lors que je sortais de l'hôtel et de mon lycée, je me perdais. Donc, et comme je suis une grande... Bon, je n'ai pas d'ordre. Je ne vais pas nommer ce que je ne vais pas dire ce que je suis, mais je n'avais pas d'ordre et j'ai donc perdu ma convocation à l'examen du baccalauréat. Donc, il fallait que je me rende à un des bureaux pour demander un duplicata. Je sors au métro Cardinal Lemoine et je demande mon chemin à XY aux gens que je rencontre. Et brusquement, il y a un jeune homme qui se présente à moi et je le regarde parce qu'il me dit en créole, en cas où son monde ou pas monde ni en monde Martinique ni en monde Guyane, en cas où son monde Guadeloupe. Je vois que tu viens de la Guadeloupe, que tu n'es ni guyanaise ni martiniquaise. Ah, un blanc qui parle créole et qui sait encore mieux discerner les différents types de personnes. Non, voilà. Alors,
bon, je l'ai regardé, donc effectivement, je l'ai détaillé, comme on dit. J'ai essayé de voir. Il devenait intéressant. Il devenait, mais oui, il devenait fréquentable parce que ma mère m'avait bien dit de ne pas adresser la parole à des inconnus, qu'un jour je me retrouverai au bois de Boulogne coupé en 4. Enfin bon, voilà, etc. Donc, je le regarde et je me dis, mais c'est pas possible d'être habillé comme ça. Ce n'est pas juste possible. Comment quelqu'un fait pour sortir dans la rue habillé comme ça, donc avec un manteau qui l'avalait, qui manifestement ne lui appartenait pas, voilà. Mais brusquement, tout cela devenait... Parce que moi, en tant qu'antillaise, il fallait sortir, il fallait s'habiller d'une certaine façon, etc. Bon, mais comme il m'avait parlé, et il avait des yeux tellement lumineux, et je me suis dit, c'est pas, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, c'est pas possible. Il me dit que il me demande ce que je cherche. Je lui indique que bon voilà, je vais à tel bureau. Il me dit mais je connais bien, je vais vous emmener. C'était la rue Vauclin, je crois. Je vais vous emmener à la rue Vauclin au bureau, je connais, etc. Donc nous voilà partis à la rue Vauclin. Et après, il m'invite à prendre un café. Et il me dit, il prend soin de me dire que voilà, que nous n'allons pas boire le café parce qu'il dispose seulement d'1 franc et que le café coûtait 45 centimes. Et que bon, il ne fallait pas que la consommation se renouvelle parce que bon, il n'avait pas de quoi payer et moi non plus. Voilà, parce que moi, j'avais juste beaucoup de tickets de métro puisque voilà, ma mère m'en avait donné un certain nombre et donc on s'assied et on commence à parler comme si on se connaissait depuis toujours. Et c'était vrai. Vous vous connaissez depuis toujours voilà. Et vous avez toujours continué à discuter jusqu'à ce jour. Voilà. C'était la première fois que je quittais la maison, mais je n'en éprouvais nulle tristesse. Il y avait au contraire en moi une sorte d'exaltation acheminée sur cette espèce de route blanche, crayeuse, toute bordée de fil à eau, aux côtés d'une aïeule dont j'avais cru la vie terrestre achevée. Nous avancions silencieuses, à petits pas, grand-mère pour ménager son souffle, et moi pour ne pas rompre l'émerveillement. Vers le milieu de la journée, nous avons laissé la petite route blanche se débattre sous le soleil et nous sommes entrés dans un chemin de terre battue, toute rouge et craquelée par la sécheresse. Puis vint un pont flottant par-dessus une rivière étrange où d'immenses courbarils poussaient au bord de l'eau, plongeant l'endroit dans une éternelle pénombre bleuâtre. Penché sur ma petite personne, grand-mère souriait, exhalait tout son contentement. « Tiens bon, ma petite flûte, tiens bon, nous arrivons au pont de l'autre bord. » Et me prenant d'une main, s'agrippant de l'autre au câble rouillé, elle me fit traverser lentement ce casse-cou de planches pourries, disjointes, sous lesquelles roulaient bouillonnantes les eaux de la rivière. Et soudain, ce fut l'autre bord, la région de Fonzombie, qui déferlait devant mes yeux dans une lointaine éclaircie fantastique, morne après morne, savane après savane, jusqu'à l'entaille dans le ciel, qui était la montagne même, et qu'on appelait Balata-Belbois. De ci, de là apparaissaient des cases appuyées les unes contre les autres autour de la cour commune, ou bien se tassant sur leur propre solitude, livrées à elles-mêmes au mystère des bois, aux esprits,
à la grâce de Dieu. Au départ, il n'était pas écrivain. Et il dit toujours, je n'étais pas écrivain par vocation, c'est l'événement qui m'a fait pousser un cri qui s'est transformé en livre. Ce cri, c'était d'abord pourquoi les hommes se sont tus, pourquoi Dieu s'est tu, comment les Juifs ont réagi. Et au moment où il sort de la guerre, il comprend que ses parents ne reviendront plus jamais. Il est moniteur à Montmorency dans un lycée où il y a surtout des orphelins. Et il y a ses petits frères d'ailleurs. Et parmi tous les enfants dont il s'occupe, beaucoup ont honte de la mort de leurs parents, parce qu'on disait, les Juifs se sont laissés tuer comme des moutons. Et donc cette idée de non seulement ils sont victimes, mais en plus ce sont des victimes consentantes et ce sont des faibles. Chez lui, et là je ne vais pas raconter toute sa vie, mais qui a été résistant, qui s'est engagé dans l'armée française. Oui, c'est le plus jeune résistant de France. Oui, il a maquillé sa carte d'identité pour entrer à 15 ans. 15 ans et demi peut-être dans la résistance. Donc, et il s'est engagé dans l'armée française, il n'avait pas encore 17 ans. Donc, il sait ce qu'est l'héroïsme. Il aurait pu mettre en évidence l'héroïsme juif. Mais justement, le fait qu'on dise que les Juifs se sont laissés assassiner, ça lui paraît incompréhensible, parce que ce qu'il veut, c'est montrer la civilisation de ces Juifs dans laquelle il a grandi, puisqu'il allait dans la communauté polonaise de Hadat Yeshurun. Son père lui racontait des histoires chassidiques. Il connaissait la richesse de l'histoire et de la spiritualité des Juifs, et c'est ça qu'il s'est dit, je vais le montrer dans un roman. Le proverbe dit que deux savent, celui qui a donné le coup et celui qui l'a reçu. Bon, mais celui qui l'a reçu, en réalité, se relève. C'est ça notre histoire, en réalité. Mais les femmes ont joué un très grand rôle dans cette espèce de position verticale. C'est cela qu'elles ont transmis à leurs enfants. Justement, la réaction vitaliste à l'esclavage a été un peu de l'occulter, de ne pas transmettre les coups reçus, l'humiliation, et au contraire de taire tout cela et d'essayer de, comme dit le proverbe créole, de faire cuire une pierre dans une casserole d'eau jusqu'à ce qu'elle devienne du bouillon. Eh bien, c'est cela que les femmes se sont acharnées à faire, à transmettre à leurs enfants, de manière à ce que il n'y ait pas de valises à déposer, de grosses valises lourdes sur la tête, sur les épaules à déposer. Mais à un moment donné, la valise vous rejoint quand même. Elle a des roulettes.
elle arrive à vous, elle arrive, et il faut l'ouvrir, il faut en parler, il faut justement faire de la pierre un bouillon. Et c'est cela que, au fil des générations, ces femmes, pour nous, la lignée des justes s'écrit au féminin. Donc, ces femmes qui ont réussi à communiquer à leur enfant une espèce de volonté, de métamorphose du monde. Cette maison suspendue au cœur de la verdure, en fait, c'est justement la maison des esprits et la maison des vivants, et le rapport des vivants avec l'avant et l'après. C'est un lieu où les souffles de la terre se mélangent, où l'on sent que deux personnes ont fait une histoire nouvelle, se sont vues, deux personnes qui étaient juste là pour essayer de capturer la mémoire, l'histoire, la vie de ceux qu'ils portaient en eux et de ceux qui les entouraient, parce que cette maison-là, elle était posée, je pense, comme au milieu du village, comme une de ces maisons dont parle Sholem Aleichem dans un shtetl. Donc c'est un peu cela, la relation avec le reste de la population qui venait, qui nous visitait, qui nous confiait leur vie. Et c'est cela que nous avons essayé, en fait, aussi de transmettre et de dire que c'était des vies importantes, belles, grandes. Et il y a un très beau titre de James Hadji, c'est un auteur américain qui, en parlant des petits blancs du Sud, dit « Et maintenant, louons les grands hommes ». Eh bien nous, c'est ce que nous avons fait. Et maintenant, louons les grandes femmes. Ce petit sous-vaillant, ces quelques mots que je n'ai pas su donner sont le seul et unique regret de ma vie. Aujourd'hui, tandis que j'entends son glas, mon « c'est comme ça » devient le son même de la cloche et me fouaille le cœur. Une lumière fluide descend du ciel par vagues, s'étale et se diffuse en nappes horizontales au ras de la terre, rappelant un peu les jalousies des volets d'une case. À travers ces étranges persiennes, je regarde passer le cortège funèbre.
Les derniers rayons du soleil se posent doucement sur le cercueil, éclairent les vêtements sombres, caressent les visages paisibles du petit groupe qui suit. Rien ne paraît inutile ou laid. À cette lumière, le moindre caillou, la plus minuscule feuille au vent, semblent jouer leur propre mélodie, se comporter avec une très grande science. Sans trop savoir pourquoi, une certaine allégresse me vient et ma propre mort m'apparaît de manière inusitée, sans confusion ni tristesse. Je songe à la reine qui aimait dire autrefois sur un certain sourire « La vie est une mer sans escale, sans phare aucun, et les hommes sont des navires sans destination. » Et ce disant, elle se rengorgeait, toujours comme éblouie par l'éclat du faste de l'incertitude humaine. Elle est au boulevard des Héros. C'est la plus belle. Elle est avec son ventre. Elle était enceinte, cette femme, quand on l'a, lors de la grande révolte qui, à Matouba, c'est un lieu dit, les révoltés se sont fait sauter, mais tous ne sont pas morts. Elle, donc, solitude, elle échappe à cette mort et elle est faite prisonnière dans un fort appelé Fort d'Elgrès, mais qui a été débaptisé depuis... qui a été baptisé Fort Riche-Pense, mais qui a été débaptisé et qui maintenant porte le nom de notre héros national, d'Elgrès aussi. Il s'appelle d'Elgrès, maintenant c'est le Fort d'Elgrès. Eh bien, cette femme, elle portait justement la lignée solitude, la lignée le tout monde, cette espèce de rencontre de l'Afrique, de tous ces continents qui se trouvent dans cette terre créole qui est comme une espèce de nouvelle Méditerranée où on peut attendre des choses assez inattendues de ces lieux justement de passage, de souffrance, de beauté, de créativité incessante. Et cette solitude-là, quand apparut le volume, je pense que beaucoup ont préféré dire la mulâtresse solitude de Simone Schwarzbart. Donc, ça, il pouvait l'entendre, de Simone Schwarzbart. Mais c'est quelle stupidité, quelle bêtise. Je suis désolé, mais quelle mesquinerie aussi. Parce que ça n'est pas généreux. C'est une œuvre qui est offerte, tout simplement. Qu'importe qui l'a écrite. Un vert, un rouge, un jaune, c'est pas ça, elle existe maintenant, l'œuvre. À partir de la plateforme de résistance qui est enfin reconnue. Enfin, avec aussi toute la révolte des femmes
qui étaient aux côtés de ces héros et qui n'ont pas été en fait reconnues comme telles, comme des héroïnes de la révolte.